notre événement spécial, c'est le grand forum de la Fédération nationale des travaux publics pour que ces entreprises des travaux publics soient acteurs pour la planète. C'est le thème du forum qui réunit aujourd'hui des milliers de membres de cette entreprise représentées et dans quelques heures, les différents candidats à l'élection présidentielle qui devront exposer leur vision justement des grandes infrastructures, des grands projets, des grands travaux de demain. Bonjour Xavier Neufstander. Vous êtes président de la commission technique de l'innovation pour la Fédération nationale des travaux publics. D'abord, pour être très clair, de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de travaux publics ? Alors, les travaux publics, c'est la construction de tout ce qui fait le lien entre les hommes. Oui. C'est ce qui permet la mobilité, les routes, les voies ferrées. Donc, vous utilisez les routes pour aller faire vos courses, aller travailler, emmener vos enfants à l'école. Les voies ferrées, à peu près pareil, partir en vacances, etc. Donc, c'est tout ça, les travaux publics. Mais c'est également la construction des réseaux qui amènent l'eau chez vous, des usines qui purifient l'eau, des centrales électriques et des lignes électriques qui amènent l'électricité chez vous. Et donc, les travaux publics, en fait, c'est quelque chose qui, fondamentalement, touche notre vie de tous les jours et en permanence. D'où l'importance de ce sujet aussi pour nos auditeurs France Bleu. On est dans la cohésion territoriale avec les travaux publics. Alors c'est un sujet absolument fondamental qui travaille très clairement sur tous les sujets de cohésion territoriale. Oui. Vous voulez être des acteurs de cette transition énergétique. Vous l'êtes déjà, au fond. Je le souhaite pour vous. Mais simplement, vous essayez de faire une sorte d'aggiornamento pour être plus vertueux encore demain. Si vous voulez, globalement, on a la volonté d'être responsable. Or, pour être responsable aujourd'hui dans nos métiers, il faut être capable d'assurer la décarbonation de nos industries, de façon à ne pas engager davantage de changement climatique que ce qui est prévu par les politiques de la France, mais également de l'Europe. Donc on a voulu rentrer dans une vraie stratégie. Oui. Pour ça, on a mesuré nos émissions carbone, mais également les émissions des ouvrages que nous construisons. On l'a fait avec un bureau indépendant de façon à ce que notre mesure soit fiable, qu'elle soit opposable, parce que comme nous sommes au milieu de tout un écosystème qui engage des maîtres d'ouvrage, des collectivités territoriales, des ingénieurs, on avait besoin de mobiliser tout le monde, donc il fallait que ce soit opposable, et puis qu'il soit renouvelable, parce que globalement, on ne gère bien que ce qu'on est capable de mesurer. Et il faudra vérifier dans le temps qu'on s'inscrit bien dans la trajectoire qu'on a décidée. Quel est le bilan en matière d'émissions de gaz à effet de serre du côté de ces infrastructures que vous nous décrivez ? Alors, il y a deux chiffres qu'il faut connaître. Le premier chiffre, c'est le chiffre de nos émissions pour la construction des infrastructures de travaux publics. 3,5% des émissions françaises. D'accord. C'est considérable, pas parce que c'est 3,5%, mais parce que c'est 2 fois notre part dans le produit intérieur brut. 2 fois notre poids économique dans la France. Mais ce qui est encore plus considérable, c'est le poids des émissions liées aux usages des infrastructures que nous construisons. Là, c'est 50% des émissions de la France. Pour les routes, les canalisations, pour les lignes routes, les canalisations. Le gaz, Et si vous voulez, ce qui est très important, c'est que je crois qu'il y a 2 idées à avoir. La première, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de la décarbonation des usages des infrastructures. On parle du bâtiment, on parle de l'industrie, on ne parle pas des infrastructures. Et pourtant, on ne pourra pas décarboner la France sans décarboner les infrastructures. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est que les infrastructures pèsent sur notre vie de tous les jours. Décarboner, pardon, parce que c'est un terme peut-être un peu barbare pour certains de nos auditeurs, quand on prend les matériaux que vous utilisez, le ciment, le bitume, l'acier, ce sont des matériaux qui émettent... Alors, ce sont des matériaux qui émettent énormément de carbone. D'accord, et dont on a foncièrement besoin aujourd'hui. Et dont on a foncièrement besoin aujourd'hui, mais dont on sait pouvoir se passer à court terme. Et c'est ça l'enjeu au niveau de la décarbonation de notre construction. Au niveau des infrastructures, qui pèsent beaucoup plus lourd, c'est davantage une politique sur laquelle il faut peser. Et c'est pour ça que nous allons recevoir cet après-midi les candidats aux élections présidentielles, de façon à voir quels sont les engagements qu'ils prennent vis-à-vis de nos plans de stratégie, enfin notre stratégie de décarbonation des usages. Parce que de ces politiques dépendra vraiment le bilan de compétences et l'usage de ces matériaux d'avenir, ou non ? Pas seulement des matériaux, notre mobilité, notre façon de consommer de l'eau, la résilience des territoires vis-à-vis du changement climatique, où on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont de plus en plus extrêmes et qui touchent de plus en plus nos territoires dans leur intégrité. Et donc globalement,
il va falloir organiser notre pays pour aller dans cette direction, sachant que c'est un sujet extrêmement sensible parce que, encore une fois, c'est un sujet qui touche notre vie de tous les jours. Complètement. Et on voit bien que dès qu'on touche les mobilités, on a à faire face à des sujets sociétaux qui sont des sujets sociétaux graves. Xavier Noche-Vander, vous êtes président de la commission technique et innovation pour la Fédération nationale des travaux publics, dont je rappelle qu'elle représente 8000 adhérents, 300 000 collaborateurs, beaucoup de petites et moyennes entreprises. Également, beaucoup sont présents aujourd'hui aussi pour se mettre au diapason de ces discours politiques. Et on va prendre un exemple extrêmement concret. Nous avons, hélas, largement suivi avec France Bleu Azur dans la vallée de la Roya, la vallée de la Vésubie, après le passage de cette tempête Alex qui a défiguré ces paysages et tué 18 personnes. C'était en octobre 2020. À vos côtés, nous ont rejoint Thierry Pitou, qui est directeur général des services de la métropole de Nice. Bonjour. Bonjour. Et merci de venir nous éclairer sur votre rôle également. Nous sommes avec le maire de Tende dans quelques instants, Jean-Pierre Vassallo, et avec Pierre Mariot. Bonjour. Vous qui dirigez une entreprise de bâtiments travaux publics qui construit des routes, des pistes de ski, des ponts. Vous êtes PDG de SAS Valtiné et vous nous direz comment vous avez agi dans cette vallée. D'abord, Thierry Pitou, la vallée de la Vésubie, en octobre 2020, c'est une vallée touchée à 90%. C'est-à-dire que quand on arrive devant ce paysage, il ne reste quasiment plus rien. Vous êtes arrivé assez vite sur les lieux. Oui, effectivement, j'ai accompagné Christian Estrosi dès le lendemain de la tempête. Et vous trouvez là, nous sommes allés en premier lieu à Saint-Martin-Vésubie, qui est la commune la plus touchée de la Vésubie. Et vous trouvez à ce moment-là avec une population qui est sans eau, sans électricité, donc plus de chauffage, plus de quoi se rafraîchir, plus de téléphone, plus d'accès, qui est totalement démuni. Donc la métropole a dû donc dans ces conditions mettre en place une organisation de crise spécifique dédiée pour rétablir les services essentiels dans des délais que je peux qualifier assez modestement d'extrêmement exceptionnels. Oui. En combien de temps vous arrivez à reconnecter comme ça pour les services vitaux? Alors, on a en fait une chance. Une chance, c'est que la métropole de Nice-Côte d'Azur regroupe des compétences multiples, ce qui lui a permis d'assurer une coordination performante. La voirie, toutes les routes sur le territoire de la métropole sont des routes de compétences métropolitaines. L'eau, l'alimentation en eau potable du territoire, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur. L'assainissement, donc les eaux usées, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur. La protection des inondations, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur. Le développement économique, puisqu'il a fallu reconstruire aussi des zones d'activité, c'est la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc nous avons ce panel de compétences qui nous a permis d'assurer une parfaite coordination entre les différents acteurs. Pour des chantiers qui vont durer des années, parce que là on parle de l'urgence, on va voir comment vous avez refabriqué, refaçonné cette vallée, ça va durer des années? Oui, la reconstruction, on l'estime aujourd'hui sur la vallée de la Tinée, d'ici une grosse année, nous aurons terminé. Et sur la vallée de la Vésubie, la reconstruction avec les travaux d'amélioration se terminera 2025-2026. Mais c'est un projet qui ne s'arrêtera pas puisque c'est un projet de développement nouveau de ces territoires. Évidemment. Le maire de Tende est avec nous, Jean-Pierre Vassallo, dans la vallée de la Roya. Bonjour Jean-Pierre Vassallo. Bonjour. On parle de ces moyens exceptionnels pour tenter bien de reconfigurer des connexions, une vallée pour vos habitants. Votre responsabilité, très rapidement, cela a été, en dehors de gérer cette souffrance, de penser à reconstruire différemment, en tentant de tirer les leçons de ce qui s'était passé également. Oui, bien sûr. Nous ne faisons pas partie de la métropole, mais nous avons le conseil départemental et la CAF qui se sont investis d'une manière extraordinaire. Nous, d'ici un an, au maximum, on aura rétabli 47 kilomètres de route. C'est quelque chose d'inimaginable en utilisant des nouvelles technologies, en reconstruisant d'une façon la plus pérenne possible. Et les travaux sont gigantesques. Il faut savoir qu'actuellement, ils sont dépensés 250 000 euros par jour, 5 millions par mois dépensés par le conseil départemental pour restructurer des routes. À la fin de l'année, ils seront rétablis 3 ponts. C'est tout à fait gigantesque ce qui est fait. Et nous, quand on était descendus aux enfers, ou comme dans la Vésubie, on n'avait plus rien. Mais nous, il faut savoir que pendant 2 mois, on a été totalement alimentés par des dons transportés par hélicoptère. Pendant 6 mois, nous n'avons pas eu de circulation routière, nous n'avons pas eu de train.
Donc nous maintenant, nous sommes dans le sens de la reconstruction. Nous avançons le plus rapidement possible. Il faut vraiment rendre hommage au travail qui est fait par le département et par la CARF qui a la compétence de l'eau pour rétablir au mieux tout cela. Bien sûr, nous avons des gens qui sont dans la souffrance parce que maintenant, l'enjeu c'est de rétablir le plus rapidement les berges. Il faut refaire les berges pour que les gens qui ont été évacués de leur maison puissent regagner leur maison. Nous menons en même temps une course contre la montre et un marathon. Mais nous sommes tous armés et motivés pour le faire. Avec des entreprises de travaux publics, Xavier Nachlander, qui ont travaillé main dans la main avec ces collectivités territoriales. Qui sont tout à fait remarquables et il faut vraiment le souligner. Ils travaillent dans des conditions titanesques. Moi, sur Casterino, où le hameau est toujours inaccessible, ils travaillent, il neige la veille, le lendemain, ils avaient déneigé et ils continuent à travailler. Ils ont monté des canons à chaleur pour que le béton soit conservé toujours en bonne température. Il faut vraiment hommage, on le fait jamais assez, hommage à ces entreprises et à ces ouvriers qui travaillent dans la poussière, qui travaillent dans le froid, mais qui travaillent tous les jours, quelles que soient les conditions climatiques. Hommage reçu par l'un de nos interlocuteurs, Pierre Mariot. Merci Monsieur le maire pour votre précision et merci pour toutes les entreprises. Donc la plupart sont des entreprises locales. Oui, c'est le cas de la vôtre, PDG de SAS Valtiné. Voilà. Alors en fait, ce qui s'est passé pendant la tempête Alex, c'est qu'il y avait des marchés qui existaient, qui permettaient de mobiliser les troupes, comme on dit, tout de suite. Et ça a permis d'avoir une réaction immédiate. Oui. Parce qu'il y avait des urgences. Ce qu'on n'a pas soulevé également, c'est le problème de communication. Parce que dans ces vallées, donc on part de Nice, grosso modo, c'est la mer, on monte jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc on a des reliefs tourmentés, ça veut dire que les routes, elles ont été vraiment secouées. Les télécommunications, c'est pareil, on n'avait pas de quoi, ne serait-ce communiquer parfois avec la métropole, le conseil départemental, ça a été mis en route, mais on a connu un blackout au moins de 24 heures. Donc pendant ce temps-là, quand vous êtes sur place, que vous êtes entreprise locale avec du matériel spécifique et sur place, tout de suite vous attaquez, vous faites les urgences et ensuite on s'organise effectivement avec nos donneurs d'ordre pour aller dans le sens de l'histoire et avancer, mais voilà ce qui se passe. Alors, la réalité, c'est ça. Quand on prend cette réflexion sur le sens de l'histoire, tout en ayant géré l'urgence avec les techniques nouvelles, notamment pour les soubassements, il faut réagir très vite. Est-ce qu'on a les technologies adaptées pour cela aussi dans l'urgence ? Alors, plus que les technologies, le matériel, il évolue au fil du temps. On en est le parfait exemple ici aujourd'hui, puisque vous avez des groupes électrogènes qui fonctionnent à l'hydrogène, des véhicules électriques dans le futur, etc. Mais là, l'urgence, c'est le matériel qui est disponible, ce matériel bien sûr en bon état aussi, et ensuite, dans les techniques, effectivement, elles évoluent. Et puisqu'on fait évoluer aussi, quand vous avez les routes qui sont défoncées, on ne peut absolument pas déplacer sur des longues distances des grosses capacités de matériaux, donc on doit réutiliser les matériaux sur place. On est parfaitement dans l'esprit du développement durable, puisqu'on réutilise les matériaux spécifiques, et ça permet effectivement de travailler à la fois, de résoudre les problèmes d'urgence, mais de quand même respecter l'environnement, parce que le peu de vie qui est resté parfois dans les cours d'eau, on les a sauvegardés aussi. Oui. On a fait des pêches électriques pour sauvegarder le poisson qui aujourd'hui va permettre de repeupler nos rivières, parce qu'on est des habitants avant tout de ces zones aussi. Bien sûr, alors cet exemple, il est frappant, Xavier Nachlander, dans ces vallées sinistrées, parce qu'il y a à la fois cette urgence, il y a cette reconstruction, et il y a comment on entre dans une démarche vertueuse, qu'on soit acteur des travaux publics, qu'on soit collectivité locale, donc c'est un cercle vertueux qu'il faut alimenter. Alors déjà, je pense qu'il faut saluer les entreprises de travaux publics qui sont intervenues aussi rapidement, bravo. Ça fait partie de nos vocations que d'être au service du public et là je pense que ce qui a été démontré c'est tout à fait exceptionnel. Après je voudrais donner 3 idées simplement. La première c'est que le climat est en train de changer, que les phénomènes vont être de plus en plus extrêmes et que ça ne va pas s'arranger. Et qu'on ne peut plus prévoir le futur en matière de climatologie en regardant ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que on est en train de changer d'échelle. Et que donc il faut prendre un certain nombre de précautions qu'on ne prenait pas forcément avant. La deuxième idée, c'est qu'on peut réparer, et on le démontre, et je pense que c'est très bien de réparer dans l'urgence, mais il vaut mieux prévenir. Et dans les stratégies que nous développons au niveau de la FNTP pour faire face au changement climatique, la prévention, la résilience du territoire, c'est-à-dire la capacité du territoire et de ses infrastructures à résister au changement climatique, est un facteur majeur. La troisième idée, c'est que jusqu'à présent, on avait plutôt tendance à construire des chaînes. Et que face à un changement climatique qui devient imprévisible, il faut se demander si on n'a pas plutôt intérêt à construire des roseaux.
je voudrais faire l'analogie. Le sens de l'adaptation. Le sens de l'adaptation. La flexibilité. Exactement, plutôt que la résistance à tout prix. Parce qu'on sait que la résistance à tout prix, dans un monde qui change très vite, elle peut ne plus résister. Un dernier mot à la fois au maire de Tende, Jean-Pierre Vassallo, et à vous, Thierry Pitou et Pierre Mariot. 1 an et demi après cette tempête Alex, quel est votre regard sur ce qui a été fait, entrepris? Vous nous disiez vos fiertés d'avoir agi extrêmement rapidement, mais sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, sur la transition écologique, est-ce que vous êtes satisfait d'avoir pu bien gérer tout cela au mieux? Oui, alors effectivement, cette fierté, tout d'abord, d'avoir rétabli les services essentiels dans un délai exceptionnel, puisque quelques semaines après l'ensemble des services essentiels, j'entends l'accès, la mobilité, l'eau, l'électricité, ont pu être rétablis pour 90% de la population. L'eau potable était accessible à 99% de la population 2 mois après l'événement. Donc c'est effectivement exceptionnel. Dans cette période-là, même si on prend toutes les précautions, les entreprises prennent toutes les précautions, on est dans l'urgence absolue de rétablir un service. C'est dans la deuxième phase sur laquelle nous sommes aujourd'hui, et nous allons encore être pour 3-4 ans, de faire de la reconstruction résiliente, c'est-à-dire de la reconstruction qui va à la fois protéger l'environnement, mais va aussi intégrer les phénomènes que nous n'avons encore jamais connus, puisque je rappelle que les experts sur ce phénomène évaluent à peu près une durée de retour de 500 ans, cette crue. Ah oui. Donc c'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu en fait, et il faut qu'on intègre ça aujourd'hui. Et c'est des choses que nous faisons. Donc la reconstruction qui est faite aujourd'hui, que ce soit sur les berges ou que ce soit sur les voiries ou les stations d'épuration, et c'est la reconstruction qui intègre cette protection à ce risque. Pierre Mariot, il y a aussi un retour sur expérience de vos propres recréations. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est de ne pas oublier les collectivités locales qui ont été vraiment très présentes, de ne pas oublier l'État non plus qui a été présent au rendez-vous. On a encore besoin de l'État, pas forcément financièrement, bien que l'argent, ça permet de faire. Mais ce qui est très important, c'est qu'on a besoin de l'État parce qu'aujourd'hui, quand on fait des travaux en urgence, et dans ces endroits, on a besoin de pouvoir intervenir sans qu'il y ait des études pendant 1 an. Donc aujourd'hui, on travaille avec ce qu'on appelle des portées à connaissance, grosso modo des procédures simplifiées, et il faut que l'État puisse continuer à nous aider dans ce sens, parce que c'est comme ça qu'on va arriver à rebâtir, et plus rapidement. Et après, sur le fond, effectivement, il faut qu'on tienne compte absolument de ce qu'on a vécu, et qu'on tienne compte du développement durable. Donc on va l'intégrer forcément dans notre réflexion et dans les chantiers qui sont en train de se faire. Voilà l'illustration de ces travaux publics face aux catastrophes que nous avons largement suivies avec nos confrères de France Bleu Azur. Réparer, guérir et réinventer avec Jean-Pierre Vassallo, maire de Tende, Thierry Pitou, DGS des services techniques de la métropole de Nice et Pierre Mariot, PDG SAS Valtiné. Merci messieurs, on va faire une toute petite pause. On se retrouve avec Xavier Neufschwander, président de la commission technique et innovation de la FNTP. Qui vous accompagne au quotidien dans votre mobilité, dans la connexion, le lien avec les citoyens. Nous sommes au cœur du Grand Palais éphémère. Nous sommes à Paris, non loin du Champ de Mars et de la Tour Eiffel, sous le regard d'un des bâtiments, Xavier Neufschwander, l'un des plus emblématiques du savoir-faire, de l'ingénierie française, avec une journée très importante qui vous réunit pour la Fédération nationale des travaux publics. Tout ce qui est lié donc au transport de l'eau, de l'électricité, des énergies, de la mobilité. Ces infrastructures qui nous permettent de vivre dignement. Et à partir de 15h, vous attendez le discours des différents candidats à l'élection présidentielle. Vous attendez un discours extrêmement pragmatique sur ce qui peut être le tournant écologique, environnemental des travaux publics demain. C'est clair que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a bâti une stratégie pour décarboner les usages des infrastructures dans le cadre de 2 scénarios sociétaux différents. Le premier, c'est celui de la sobriété. Quelque part, le pilotage, la décroissance pilotée de la consommation. Oui. Et le deuxième, c'est celui de la technologie au service de la décarbonation. Oui. Et quelque part, aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence à prendre des décisions pour savoir dans quelle direction on s'oriente. Il y a urgence pour organiser la société vis-à-vis de cette transition, parce qu'il va falloir financer les investissements nécessaires à la transition, qui sont de l'ordre de 2 à 3% du PIB. Donc ce sont des investissements importants. Et il y a urgence parce que la transition écologique, elle va changer le faciès de l'emploi d'une façon qui est plutôt positive, mais quelque part, il va falloir s'en occuper parce que, en termes de social,
les emplois de demain ne sont pas les mêmes que les emplois d'aujourd'hui. On parlera d'ailleurs de la formation, la nécessité de formation des ingénieurs de demain. Et nous avons été rejoints par David Valence, qui est maire de Saint-Dié. Bonjour, Monsieur Valence, président du Conseil d'orientation des infrastructures ferroviaires du Grand Est. Nous entendions un maire, à l'instant, maire de Tende, qui réagissait à une situation d'urgence dans son propre territoire. Comment on réfléchit votre rôle, le rôle des élus, au cœur de ce tournant écologique que doivent prendre les travaux publics? Qu'est-ce qui guide votre quotidien en la matière, au fond? Alors d'abord, c'est le Conseil d'orientation des infrastructures nationales que je préside, avec d'ailleurs le président de la Fédération nationale des travaux publics, Bruno Cavagnier, qui est mon vice-président. Alors, la manière dont on travaille en tant qu'élu local là-dessus, c'est d'abord en essayant de préserver ce qui existe. Je crois que pendant très longtemps, quand on a travaillé sur les infrastructures ferroviaires, on a été préoccupé par les projets nouveaux et on n'a pas assez, c'est d'ailleurs vrai pour la route aussi, on n'a pas assez cherché à entretenir ou à développer la capacité de ce qui existe. C'est moins romantique que de faire des travaux de plusieurs dizaines de millions d'euros sur un aiguillage ou d'installer un système européen de sécurité qui s'appelle le RTMS sur la voie ferrée et sur les trains, que de créer une nouvelle voie ferroviaire ou d'électrifier une voie ferrée. Et pourtant, c'est ça qui permettra de faire rouler plus de trains et c'est cela qui permettra de combiner les trains de fret avec les trains de voyageurs. Concrètement, aujourd'hui, on a besoin sur le réseau structurant français d'1 milliard d'euros de plus par rapport à l'effort qui est déjà, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, plus fort qu'auparavant sur le réseau structurant voyageurs. Et sur le fret, là aussi, les besoins sont immenses. Donc il faut bien comprendre que demain, en matière d'infrastructure de transport ferré, la priorité, ça doit absolument être ce qui existe, développer ce qui existe, moderniser ce qui existe, et pas forcément de lancer de nouveaux projets. Oui, alors c'est intéressant de parler des mobilités, le ferroviaire en premier lieu, mais vous êtes totalement rejoint dans le constat, j'imagine, par Jérôme Lagab, directeur de l'exploitation du territoire Nord-Est, avec votre entreprise Cola. Quand on parle de route aussi, de réparation, de maintenance, on a laissé un petit peu ça de côté finalement au profit de nouveaux matériaux, ou vous diriez qu'on a toujours été présent sur la maintenance et la réparation des infrastructures? Bonjour à vous. Bonjour. On a effectivement laissé d'une certaine manière l'entretien à un second plan. La preuve, c'est que la France, qui était classée première dans un classement international en termes de qualité des infrastructures en 2012, a dégringolé en 2019 à la 18e place. Très bien, si j'ose dire. Donc il y a un vrai besoin d'entretien des infrastructures dans ce pays. Et qu'est-ce que vous développez en la matière, justement, sur cette maintenance au quotidien et cette maintenance peut-être même que vous appelez prédictive, je crois? Alors effectivement, notre entreprise se situe sur plusieurs niveaux sur le sujet de la maintenance. Premièrement, on travaille effectivement à avoir un meilleur diagnostic du patrimoine routier existant qui permette aux collectivités de connaître l'état de leurs chaussées et qui permettent de pouvoir adapter le bon produit au bon endroit. Et puis derrière, on a également un panel de solutions techniques qui permettent l'entretien au meilleur coût pour justement maintenir le niveau de l'infrastructure en France. Et ça sur un plan économique, mais également sur un plan environnemental, avec des solutions aujourd'hui qui intègrent les contraintes de notre époque, en particulier des solutions bas carbone, et des solutions de recyclage également. En tout cas, ce bilan raisonné, il est indispensable pour vous, comme maire aussi, maire de Saint-Dié. Jérôme Lagab nous en parlait. On fait un état de lieu de la situation, de l'état de vos infrastructures, ce qui vous permet d'investir, de savoir où vous positionnez justement vos orientations budgétaires. Oui, alors, en tant que maire ou en tant qu'élu régional, c'est certain, on est dans ce niveau de priorisation. Je crois que, de manière plus générale, si on raisonne dans notre pays à l'échelle de la France, demain, il faudra se demander de façon très concrète quel est l'apport en termes de décarbonation, en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre des infrastructures, et faire des choix aussi en termes de financement en fonction de cela. C'est assez simple. L'usager, demain, celui qui utilise la route, par exemple, il financera d'autant plus que circuler sur la route, c'est un peu moins écologique que circuler sur la voie ferrée. Et circuler sur la voie ferrée, là, en revanche, ça devra être financé plutôt par le contribuable. Je crois que
Il faut faire nos choix publics en matière d'infrastructure aussi en fonction de cela. Et surtout, j'y insiste, mais ça a été redit par vos autres interlocuteurs, ne cédons pas au romantisme de la nouvelle infrastructure. C'est toujours plus excitant quand on est élu local, quand on est élu national, d'annoncer qu'on va créer une nouvelle autoroute, plutôt que de dire qu'on va mettre des millions et parfois des milliards d'euros pour mieux entretenir notre patrimoine ferré et routier. Mais aujourd'hui, la priorité, y compris si on veut faire passer plus de trains ou plus de voitures dans de meilleures conditions sur les infrastructures qui existent, c'est de mieux les maintenir, de mieux les entretenir. Et c'est ça la priorité du quinquennat qui vient. Très intéressant parce que ça nourrit le dialogue entre les collectivités territoriales, les entreprises de travaux publics et les responsables politiques, et donc le futur ou la future présidente de la République. Là, on est vraiment dans le concret. Et c'est comme cela aussi que vous voyez le rôle des entreprises comme la vôtre chez Colas, Jérôme Lagade. Absolument, absolument. Les entreprises ont leur rôle à jouer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur justement la décarbonation de nos technologies. Je dirais que en France, il y a une commande publique qui est quand même ouverte aux variantes. Donc on a possibilité d'amener cette ingénierie, mais elle est encore un petit peu timorée. On est quand même encore beaucoup sur le poids des habitudes techniques et les entreprises peuvent aller beaucoup plus loin pour justement, à la fois sur un plan économique et sur un plan écologique, améliorer la qualité des infrastructures. Avec l'intelligence artificielle, avec le procédé technologique, quand même, il faut investir dans cette voie-là, clairement. Alors, sur l'intelligence artificielle, oui, notamment dans le traitement des données et pour avoir la meilleure vision de l'état de la route, comme je le disais en préambule de mon intervention. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le comportement des administrés, des usagers que nous sommes tous, Jérôme Valence, David Valence. Oui, l'objectif, effectivement, c'est d'accentuer le report modal, c'est-à-dire d'inciter un maximum de personnes à prendre, au lieu de prendre leur véhicule tout seul, de le prendre à plusieurs. Ça, c'est les aires de covoiturage. Quand on est élu local, on en crée et beaucoup de collectivités le font. Inciter à utiliser aussi d'autres moyens de transport et en particulier le train. C'est toutes les politiques d'aménagement aux abords des gares. On les connaît pour les très grandes gares, mais y compris pour des gares de villes moyennes ou de petites villes, il faut absolument que les efforts soient accompagnés par les régions parce que toutes seules, ces petites villes n'y arrivent pas. On le fait en Grand Est, mais c'est vrai d'autres régions françaises. Et puis, il faut inciter au maximum à utiliser ce train et à utiliser les moyens de transport décarbonés ensuite. Et là, il faut le faire avec des politiques de tarifs qui sont simples, parce que la simplicité, c'est ce qui fait qu'on prend le train, et avec une offre de transport qui est dense. En Grand Est, on a le 3e flux tous les jours de voyageurs qui prennent nos trains régionaux, alors qu'on est loin d'être la 3e région en termes de population. Mais c'est parce qu'on fait rouler beaucoup de trains, y compris à heure creuse ou le week-end, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on veut prendre le train, il n'y a pas que les gens qui vont travailler le matin ou qui reviennent le soir. On peut prendre le train pour aller consulter son médecin, pour aller voir son fils qui fait des études dans une métropole. Bien sûr. Et tout simplement pour faire ses courses. De la vie de nos auditeurs aussi, également sur France Bleu. Voilà pourquoi nous suivons ce forum de la Fédération nationale des travaux publics. Merci David Valence, maire de Saint-Dié et président du Conseil d'orientation des infrastructures ferroviaires, et Jérôme Lagade, directeur de l'exploitation du territoire Nord-Est avec cette entreprise Colas que vous représentiez. Merci beaucoup. On va s'intéresser maintenant à l'innovation, à la construction en grand avec les défis écologiques, et je demande à Alexandra Mathiolon de nous rejoindre. Petit point de situation avec vous, Xavier Neufschwander, sur ces mobilités-là qui sont nourries une fois de plus par ce discours et cette main tendue entre les collectivités territoriales, entre les entreprises de travaux publics. On est dans un cheminement extrêmement vertueux et dans un dialogue au quotidien. Oui, je le pense. Le ferroviaire, il faut organiser la transition vers le ferroviaire parce que le ferroviaire est un moyen très économe de transport. Cela étant, il faut savoir que quels que soient les efforts qui seront faits, on n'arrivera pas à une transition importante vers le ferroviaire. Si on passe de 10% de part des mobilités à 16%, c'est déjà un mécanisme qui est très important et qui nécessitera d'améliorer, comme ça a été dit tout à l'heure, l'aménagement près des gares, parce que globalement, pour prendre le train, il faut d'abord prendre un autre moyen de transport, vélo, auto, et donc il faut aménager le transfert modal, le changement de mobilité. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la maintenance. La maintenance est un véritable sujet en France, trop souvent un sujet de variations budgétaires. On a de l'argent, on investit dans l'entretien, on n'a pas d'argent, on n'investit pas, alors que globalement, c'est absolument fondamental d'investir dans l'entretien.
une infrastructure bien entretenue est une infrastructure qui ne coûte pas cher, C'est ça. dont le cycle de vie est prolongé. Et qui évite d'investir sur de grands travaux Exactement. pharaoniques. Et globalement, je pense qu'il faut faire un effort très important vers la maintenance. Il faut savoir que, et pas que des routes, il faut savoir qu'aujourd'hui, on perd 1 milliard de mètres cubes d'eau par an dans nos canalisations parce qu'elles fuient. 1 milliard de mètres cubes. Et c'est ce qui va manquer du fait des sécheresses quand le climat va commencer à changer très sérieusement. Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c'est que le train, c'est très bien, mais la route restera un modèle important. Et donc, il faut également... des trajets se font en voiture aujourd'hui. Et donc, il faudra également décarboner la route. Et pour ça, il faut favoriser la mobilité électrique, donc être capable de recharger plus facilement sa voiture électrique dans des stations-service qui seront correctement équipées de cette façon. Tous ces enjeux parlent et combien à Alexandra Mathiolon, directrice générale de Serfim, une entreprise de 150 ans d'âge. Bonjour Alexandra. Bonjour. Une ETI indépendante dont la mission est de réparer des ponts, des tunnels, de poser des réseaux pour l'apport d'énergie, de chaleur. Vous créez des routes, des voies cyclables, vous dépolluez, on en parlait, des sols, vous recyclez les déchets. Vos actions dans l'entreprise, elles sont totalement ciblées justement sur ce tournant écologique, sur sa transition écologique. Et depuis longtemps. Tout à fait. Les métiers des travaux publics sont fondamentaux pour la transition environnementale. Tous ces métiers, en fait, on a vraiment besoin d'être au service de l'environnement et des territoires durables. On a mis en place des actions de longue date chez Serfim autour évidemment de l'averdissement de notre flotte. Et aujourd'hui, on se rend compte avec tout ce qu'on voit actuellement qu'on peut accélérer fondamentalement et agir. En fait, on l'a vu avec la FNTP autour de la trajectoire bas carbone et les initiatives qui se mettent en place. Oui. Il faut qu'on se mette ensemble. Les entreprises doivent se rassembler leurs initiatives face à l'urgence et l'ampleur du défi climatique. Et ça marche évidemment au niveau local. Alors vous êtes dans la région lyonnaise, Rhône-Alpes. Ces enjeux-là, ils valent aussi si on les traite en circuit court, si j'ose dire. C'est plus cohérent, plus efficace. Le plus concret, un exemple que je peux vous donner, c'est une expérimentation d'un chantier bas carbone qu'on a réalisé sur la métropole de Lyon, la commune de Bron précisément, où on a travaillé avec plusieurs partenaires autour de la table. Donc c'était l'installation de bornes pour Isivia, donc une filiale d'EDF, D'accord. avec des entreprises comme Vica, Volvo autour de la table, et on a fait une analyse complète du cycle de vie en fait d'un chantier. On est arrivé à 30% de réduction d'émissions en multipliant des initiatives, parce qu'il n'y a pas une seule solution. Ça veut dire électrifier notamment nos matériels, mini-pelle électrique, une bétonneuse hybride, optimisation des chantiers en fait, en recyclant, en faisant davantage, en évitant tout ce qui est enrobé temporaire, parce que parfois les collectivités nous demandent. Et puis un béton bas carbone avec Vica notamment qui nous a apporté ça. Et en fait, on se rend compte qu'en mettant bout à bout toutes ces initiatives, on arrive à des résultats significatifs. Et à chaque expérimentation, on se rend compte qu'il y a des progrès et qu'on avance dans la bonne direction. Merci Alexandra Mathiolon. On parle d'innovation dans ce forum et dans cette émission. Comment on continue à construire avec les défis écologiques à relever. C'est au cœur aussi de la formation des ingénieurs de demain. Joël Cuny est avec nous, directeur général de l'ESTP, école des grands projets, une école de référence qui forme en France des cadres dans le domaine de la construction et de l'aménagement du cadre de vie. Bonjour Joël Cuny. Bonjour. Les ingénieurs de demain, à quoi ressemblent-ils et comment sont-ils portés par les nouveaux cursus et les nouveaux modules pour entrer dans cette histoire ? Alors les ingénieurs de demain, donc c'est déjà pour l'école un enjeu de former ces ingénieurs donc qui sont conscients, capables de comprendre, d'analyser la complexité croissante du monde dans lequel ils évoluent professionnellement et de jouer leur rôle dans cette transition socio-écologique dont on parle. C'est aussi pour répondre à une demande de sens grandissante de ces étudiants. C'est ce que j'allais vous dire, ça vous avez vu vraiment la bascule, le changement ? Oui, nos étudiants, là, d'ailleurs, ils sont présents aujourd'hui sur ce forum et je crois qu'ils sont au cœur de l'innovation. C'est aussi donc une prise de conscience de l'attractivité des métiers et ils sont demandeurs en fait de ce positionnement de l'école et qu'on puisse intégrer toutes ces transitions. Et je crois que c'est un grand enjeu aussi pour le secteur, on le voit à travers des sujets de frugalité, on parle de frugalité, et on parle également de technologie. Donc je crois qu'il y a un réel besoin de former massivement pour une école comme le STP qui diplôme 700 ingénieurs et qui intègre à 80% le secteur de la construction. Très bien, au cœur de ce forum avec les 300 000 collaborateurs qui sont liés aux 8 000 entreprises de travaux publics que défend la Fédération nationale des travaux publics. Je vais
ravie de terminer cette émission avant Régis Maillot par l'homme qui est le témoin de ma France. Au fond, vous avez fait la première émission à nos côtés. Jean-Louis Etienne, monsieur Jean-Louis Etienne, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler de beaucoup de choses. Vous qui êtes féru de ce monde qui se construit, qui se fabrique, la construction bas carbone, les smart cities, les smart buildings, la performance de la construction, le cycle de vie du bâtiment. Tout ça, ce sont des enjeux exceptionnellement importants. Important, majeur. Notre civilisation s'est construite sur un accès aux énergies carbone à volo. Les ressources sont importantes. On a dépensé, je dirais, sans se priver. Et en même temps, on a créé un monde qui est d'une grande richesse. Et donc, c'est cette richesse qu'il faut transformer. Arrêter, je dirais, de limiter le plus possible, limiter le plus possible les émissions de CO2. C'est des attitudes comportementales, mais on a besoin de cerveau, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de construire un nouveau monde. J'ai envie de dire, c'est une renaissance. Moi, je suis traité de boomer, j'ai 75 ans, oui. Et vous, les boomers, vous avez bien... Voilà. Je dis, ben, vous avez bien... Mais on a apporté des choses, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire, on l'a construit. Et maintenant, je leur dis, les 30 glorieuses, elles sont pour vous, devant, dans un milieu où la technologie doit prendre le relais, effectivement. Eh bien, c'est l'appel que vous lancez également, Jean-Louis Etienne, vous qui êtes présent à la Fédération nationale des travaux publics. On vous a fait une toute petite place, merci, mais au moins de l'avoir récupéré au bon. Merci à Joël Cuny, directeur général de l'ESTP. Merci à Xavier Neufschonder, président de la commission technique et innovation de la FNTP. Merci messieurs, merci chers amis.